Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce BRK du Grand Prix de France. Et première chose à dire, premier petit point qui va en ma faveur très clairement, j'étais plutôt bon sur les pronostics que je vous ai fait durant la vidéo de samedi. Et oui, car tous les samedis après les courses sprint, je sors une petite vidéo pour résumer, pour réagir à ce qui s'est passé à chaud, à vif, directement. Et j'ai eu bon pour les trois vainqueurs des trois catégories, Alonso, Garcia ainsi que Jorge Martin. Donc j'étais plutôt pas mal, c'est pas le cas à chaque fois, loin de là, mais pour le coup là, j'ai plutôt bien géré, j'ai envie de vous dire, et on va directement se lancer pour le résumé constructeur par constructeur de ce Grand Prix de France qui a été, ma foi, vraiment sympathique. Malheureusement, on commence par Yamaha et c'est le brisqueur du week-end. C'est le moment où tout le monde a peut-être versé une petite larme. Fabio Quartararo avec sa livrée spectaculaire. Mais ce n'est pas qu'une livrée, ce n'est pas qu'une chute Fabio Quartararo ce week-end. C'est un héros qui n'a malheureusement pas réussi à terminer sa mission comme il le faut. Mais on ne peut pas lui en vouloir très clairement. Passage en Q2 avec cette Yamaha qui ne fonctionne pas. Ensuite, il nous fait une course sprint à la porte des points en finissant 10e. Et pendant la course principale, il va venir perdre l'avant. L'avant va venir croiser à l'arrivée du freinage, du chemin au bœuf. Mais quel week-end de la part de Fabio Quartararo. Finalement, quand on regarde, c'est aucun point marqué, c'est pas une première ligne, il n'y a pas de pole position, les statistiques n'augmentent pas. Mais en vrai, si on regarde bien, il a roulé dans le top 6 pendant une partie de la course. Il a roulé pendant la course sprint dans le même rythme que les leaders, à peu près bien sûr, mais il faut remettre dans le contexte, il faut remettre sa Yamaha, il faut remettre les Ducati. Enfin, si on remet toutes ces choses-là dans le contexte, Fabio Quartararo nous fait un excellent week-end et c'est juste dommage qu'il n'arrive pas à concrétiser sur cette course du dimanche. Mais franchement, on ne peut pas lui en vouloir. Et de plus, merci Yamaha, merci Fabio pour cette livrée magnifique que nous avons eue. Moi, je la trouve exceptionnelle. Voilà, je la trouve très jolie, que ce soit la combinaison, que ce soit la moto, que ce soit le casque. Je suis pas un grand fan d'habitude des équipements et tout ça de Fabio Quartararo. Mais alors là, c'est un 10 sur 10. C'est parfait. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on demande à une livrée pour un Grand Prix à domicile. C'est extravagant, c'est cool, ça sort de l'ordinaire. Donc voilà, on veut peut-être pas voir ça toute l'année, même si c'est très clairement plus joli que la moto actuelle de chez Yamaha. Mais pour une livrée, pour le Grand Prix à domicile de Fabio Quartararo, c'est parfaitement réussi. Mis à part ça, pas de points pour Quartararo. Alex Rins en très grande difficulté. Et je vais parler donc du Grand Prix de France, des spectateurs en général. Record battu une nouvelle fois au Mans. Plus de 290 000 personnes sur les 3 jours. Alors c'est un résultat cumulé, hein. C'est chaque jour combien de personnes sont venues sur le circuit. Donc voilà, faut prendre en compte ça. C'est pas 300 000 personnes juste le dimanche. Mais c'est énorme, record mondial. On a pulvérisé de 100 000 personnes le nombre de personnes qu'il y avait à Jerez il y a 2 semaines. Donc autant vous dire que la moto en France, c'est juste énorme. Et quel plaisir d'avoir une ambiance comme ça. Je n'y étais pas malheureusement. Mais quand je vois à la télé, dans la ligne droite des stands, pour les animations, pour la course, pour le podium, l'ambiance qu'il y avait, ça me régale et je suis tellement content d'avoir un Grand Prix en France et j'espère que ça va continuer comme ça sur des décennies, qu'il y aura de plus en plus de monde et de plus en plus d'ambiance. Donc c'était parfait, on passe à Honda. Là, nous allons passer aux choses qui fâchent. Mis à part Johann Zarco, et je vais parler de Road Mir juste après, c'est une catastrophe. Alors oui, il y a les tests de Jerez qui sont passés il n'y a pas si longtemps que ça. On a vu un nouveau concept, les pilotes étaient plutôt satisfaits. Ils voyaient des évolutions ou en tout cas, ils voyaient qu'il y avait de la progression disponible sur les nouvelles pièces apportées. Mais il va falloir attendre un petit peu que le développement se fasse, que la construction des pièces se fasse avant que tous les pilotes Honda aient le droit d'avoir le nouveau package, et j'ai envie de dire plus qu'un nouveau package, la toute nouvelle moto, vu qu'absolument tout va changer sur cette Honda 213V, RC 213V 2024.
Mais sinon, c'est un scandale, c'est une catastrophe. Johann Zarco qui va finir 12e pour son Grand Prix à domicile, qui a été incapable, non pas parce que c'est un mauvais pilote, non pas parce qu'il n'a pas réussi, mais incapable avec sa machine de performer et de montrer une quelconque performance alors qu'il est capable, on le sait, de faire des podiums. On l'a vu l'année dernière avec Ducati. C'est un circuit qu'il maîtrise, c'est des conditions, quelles que soient les conditions, il a toujours été bon sur ce circuit. Donc, Johann Zarco, malheureusement, à notre grand regret, pour notre plus grande tristesse, n'a pas pu faire fonctionner cette Honda. Le pilote qui m'a le plus impressionné chez Honda, c'est Joan Mir. Malgré sa chute pendant cette course principale, on voyait un rythme supérieur à celui de Zarco. On voyait un rythme où il arrivait à rester avec des pilotes comme Raúl Fernandez, comme Jack Miller, qui ont pourtant des motos bien plus évoluées, bien meilleures que la sienne. Et Joan Mir, alors oui, il a poussé, oui, mais moi je trouve que c'est ce qu'il faut faire. Certes, une nouvelle fois, peut-être que les gens vont retenir une chute, la 50e chute en 2 ans de Joan Mir, peut-être, mais en attendant, moi ce que j'ai vu, c'est surtout qu'il arrivait à rester dans ce groupe de 13, 14 personnes, 14 pilotes en début de course et il distançait absolument tous les pilotes Honda. Donc c'est le point positif que je voulais souligner. Mais sinon, chez Honda, bon, j'ai envie de dire, passons à autre chose et hâte que cette nouvelle moto arrive parce que là, ça devient critique. Marini, je vous donne une statistique. Marini finit à 40 secondes de Jorge Martin, 40 secondes et finit à 10 secondes derrière l'avant-dernier pilote parce que oui, Marini finit dernier à 10 secondes derrière l'avant-dernier pilote qui est Alex Rins. C'est une catastrophe sans nom. Donc voilà, est-ce que c'est mieux de finir à 40 secondes et à 10 secondes de l'avant-dernier, de faire toute la course tout seul au ralenti ou d'essayer de pousser à son maximum comme Joan Mir et ne pas finir les courses? Je ne sais pas, donnez-moi votre opinion, mais pour le coup, j'ai plus été impressionné par Joan Mir qui lui arrive quelquefois avec Johann Zarco. C'est les deux pilotes qui arrivent vraiment à sortir des performances en fonction des Grands Prix. Donc voilà, moi je préfère ça personnellement. Après, je peux comprendre les chutes et tout, ça passionne pas tout le monde, c'est sûr. Mais en attendant, il essaye, il fait de son mieux. Et en plus, il arrive à chercher et trouver un peu de performance. Donc j'ai envie de vous dire, on passe à la suite parce que je suis plus dégoûté qu'autre chose. Alors oui, j'ai dit dès le départ que j'avais bien aimé ce Grand Prix de France, mais une nouvelle fois, on va vers un constructeur qui m'a brisé le cœur. Malheureusement, j'ai été triste dès les premiers tours. Et ce n'est pas que de la faute est un grand mot, mais de Pedro Acosta, car oui, à domicile avec Tech 3, Pedro Acosta va partir à la faute dans le garage vert, au freinage, on y revient juste après. Mais c'est plus un tout, en fait, que KTM me déçoit généralement. Jack Miller, Fernandez, aucune performance, et ce n'est pas réellement la faute de la machine, hein. On l'a vu depuis le début de saison, Pedro Acosta n'est pas hyper pointilleux, il ne va pas hyper loin dans ses réglages personnels sur cette moto. Il laisse on va dire, le package de base et pourtant, il arrive à faire performer comme personne cette RC16 de 2024. Donc, c'est clairement un problème de pilote. Alors oui, la moto n'est peut-être pas adaptée à leur style de pilotage. Oui, elle a peut-être des petits problèmes de chattering, de vibration sur certaines phases de pilotage. Peut-être, je vous l'accorde. Mais en attendant, ils se sont fait dépasser par Brad Binder qui partait dernier. Et ça aussi, il faut en parler, je pense, parce que depuis 2021-2022, on attend une régularité de la part de Brad Binder. Celle-ci n'est jamais arrivée. Donc voilà, c'est un tout, j'ai envie de vous dire, qui me déçoit actuellement chez KTM. Et Brad Binder, alors oui, en Q2, il y a les drapeaux jaunes. Oui, en practice, il y a peut-être des chutes, des drapeaux jaunes mal placés, des tours annulés, quoi que ce soit. Ce n'est pas une raison pour terminer dernier de cette Q1, pardon, pour partir dernier au Mans. Alors oui, c'est une prouesse technique, oui, c'est une prouesse sportive de partir dernier, de remonter jusqu'à la 8e place sur ce Grand Prix de France en faisant des dépassements, en évitant les chutes, en évitant les pénalités. Très bien, grand bravo à Brad Binder. Mais si jamais il était parti 8e en fait, finalement, même comme Marc Marquez, 13e, 12e et pas dernier. C'est ça le problème avec Brad Binder actuellement. Donc voilà, finalement, c'est un week-end très décevant de la part de KTM généralement. Et Pedro Acosta, on y revient. Alors, je ne suis clairement pas déçu de la part de Pedro Acosta, hein. Le Mans, ça ne lui a jamais réussi, que ce soit en Moto 3,
pour sa première année en tant que rookie en Moto 2. Cette fois-ci, nouvelle fois en tant que rookie en MotoGP, il part à la faute. Alors oui, quand il était en Moto 2 et que Fernandez était champion, il était parti à la faute aussi. Cette année, il part à la faute aussi. Mais franchement, ce n'est pas grave. On le sait, quand Acosta fait une erreur, quand Acosta au Qatar n'avait pas su gérer ses pneus, la course d'après, il a su gérer ses pneus. Là, Acosta vient de tomber. Je pense qu'il ne retombera plus cette saison. C'est fort probable. Donc pour moi, c'est l'apprentissage, c'est sa saison rookie, c'est le 5e Grand Prix de la saison. On ne peut pas lui en vouloir. On pouvait s'y attendre, un freinage ultra tardif. Il a dû freiner encore plus fort. Je ne savais pas si c'était lui qui freinait très tard ou les autres qui freinaient très tôt. Il a dit dans une interview que Di Giannantonio et Espargaro avaient freiné plutôt tôt et donc il avait été obligé d'appuyer encore plus sur les freins, plus sur l'avant. Il vient chuter entre les deux pilotes. Donc voilà, ça c'était de justesse. Mais bon, Pedro Acosta, personne ne va lui en tenir rigueur, je pense. C'est juste dommage, en fait, finalement, tout le monde est peut-être un peu dégoûté parce que c'est le Grand Prix à domicile pour Tech 3 qui est son employeur. Et Pedro Acosta n'arrive pas à performer. Mais l'important, c'était que sur ce week-end, ils se sentaient bien. Ils avaient réussi à régler la moto avec des tout nouveaux settings, des toutes nouvelles choses sur cette KTM pour Pedro Acosta. Donc j'ai envie de dire, en tout cas, il y a du développement qui est fait, il y a de la compréhension et puis il y a des erreurs, ce qui est parfait pour pouvoir continuer ce championnat avec toutes ces erreurs en tête et ne pas les refaire au vu de la vitesse d'apprentissage de Pedro Acosta. Donc je ne suis que plus confiant pour la suite et j'attendais personnellement cette chute parce que je me disais on ne peut pas faire un début de saison aussi parfait, il faut forcément un petit truc. Le voilà, c'est fini, on attend Pedro Acosta au top pour toutes les courses de la saison maintenant et on passe à Aprilia. Aprilia, c'était plutôt pas mal, mais finalement plutôt discret. En même temps, on a eu pas mal de choses à regarder. Alors premièrement, je vais parler de Miguel Oliveira. Peut-être que certains se demandent que s'est-il passé pour Oliveira dans cette course principale où il était plutôt bien classé. Il n'était pas sur le devant de la scène, mais il était dans ce top 10 régulier. C'était vraiment pas mal. J'étais plutôt satisfait de voir enfin Oliveira performer dans le top 10 régulièrement. Enfin, régulièrement est un grand mot, mais dans le top 10 en tout cas. Et malheureusement, problème sur le système d'échappement de cette RSGP 24. Miguel Oliveira est contraint à l'abandon le dimanche au Mans. Voilà, fin de la course pour Oliveira, il ne pouvait rien faire. Les performances étaient plutôt pas mal alors que lui n'avait pas roulé comme son coéquipier l'année dernière à cause d'une blessure. Et bien cette année, ils arrivaient et plutôt fort. C'était une Q2 pour Oliveira, c'était une bonne course sprint généralement, c'était aussi une très bonne course principale pour le moment. Donc Oliveira, j'étais très satisfait de ce week-end au Mans. Ça se termine comme ça, c'est dommage. Il manque cette petite touche finale, mais pour le coup, encore une fois, des problèmes de fiabilité chez Aprilia car ce n'est pas une chute, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est un problème sur la machine et ça dure depuis maintenant 2 ans. Donc voilà, avant c'était le moteur, il y a eu de la surchauffe, il y a eu ceci, il y a eu cela. Maintenant, le système d'échappement, alors oui, ça ne va peut-être qu'arriver une fois, mais en attendant, ces dernières années, Ducati n'a pas eu un seul problème, que ce soit sur l'échappement ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, c'est le point noir, c'est le point négatif chez Aprilia. Encore une fois, cette fiabilité qui n'est pas présente, qui manque peut-être un peu trop de performance et pas assez de fiabilité. Faut voir, faut jauger, mais c'est de mieux en mieux, très certainement. Mais on a encore ces petits problèmes, ces petites touches qui sont un gros défaut, très clairement. On va pas se mentir parce que c'est un abandon, c'est 0 points. On va parler de Maverick Viñales qui fait un très bon week-end dans l'ensemble, top 5 à l'arrivée pour cette course principale. Donc voilà, Viñales régulier, un Viñales qu'on attendait, capable de jouer les victoires, un Viñales capable de jouer les podiums. Et un peu à l'image de Bastianini, on veut un Viñales qui est capable aussi de jouer les top 5, même quand ça va un peu moins bien, même quand la moto n'est pas la plus performante sur le circuit. Il est dans le top 5 et ça, c'est parfait pour la régularité, pour le championnat, s'il veut continuer de viser ce top 5 au championnat du monde. Et un dernier petit mot pour finir sur Aprilia de Aleix Espargaro qui se fait bousculer à la toute fin au raccordement par Franco Morbidelli et qui va en plus s'expliquer à lui, qui passe la moitié du tour de salutation à crier sur Morbidelli. Oui bon, c'est un dépassement agressif, certes, il a un peu poussé à l'extérieur du raccordement, certes, mais encore une fois, c'est Aleix Espargaro, ça tombe sur lui, c'est lui qui va se plaindre. Quand il a explosé Johann Zarco à Jerez il y a 2 semaines, il s'est plaint aussi, cette fois-ci
personne ne tombe, c'est juste un dépassement un peu virulent dans le dernier virage. Bon, c'est arrivé combien de fois dans l'histoire de la MotoGP? 1 milliard. C'est pour la 8e ou 9e place, ça je ne sais plus, 7e peut-être place. C'était pour la 7e place, Espargaro termine 8e. Donc voilà, enfin bref, il vient encore se plaindre. Je déteste ce personnage, Aleix Espargaro. Peut-être très sympa en dehors des circuits, mais sur le circuit, il est intenable. Vivement qu'il prenne sa retraite. On passe au grand vainqueur Ducati. On était pratiquement sûr, dans mes pronostics, j'avais dit Ducati va pulvériser la concurrence. 6 motos dans le top 7 pour Ducati. Top 4, les 4 premières places, c'est des Ducati. 6 motos dans le top 7. Enfin, quel constructeur est capable de faire ça? Aucun, parce que personne n'a 6 motos déjà, premièrement. Mais même si KTM, même si Honda, même si Aprilia avec 6 motos, aucun ne serait capable de faire ça. Ils ont actuellement les meilleurs pilotes sur cette grille MotoGP. Ils ont actuellement la meilleure moto, que ce soit la GP23 ou la GP24 sur cette grille MotoGP. Et le package, les ingénieurs, les techniciens, tout fonctionne à la perfection, quelle que soit l'écurie. Donc la moto est très bonne, mais il y a surtout un management de folie qui est fait chez Ducati, qui ne s'arrête pas seulement aux pilotes, et c'est parfait, c'est magnifique en fait. Si on s'arrête seulement à la performance sportive, oui c'est magnifique, mais tout le reste est super aussi. Et on va parler de certains pilotes, Marco Bezzecchi qui est de retour au top comme on l'a vu à Jerez. Malheureusement, c'est 2 courses, 2 chutes, on va dire évitables. C'est 2 chutes où il tombe tout seul finalement. Mais voilà, il faut toujours commencer à reprendre de la confiance, reprendre un peu de vitesse. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas mal. On peut aussi parler de son coéquipier, Fabio Di Giannantonio, qui a été très bon, régulier. Fabio Di Giannantonio, pour moi, c'est un peu le Bastianini en dessous. Il fait des perfs hyper régulières depuis le début de saison. C'est juste que lui, il n'est pas dans le top 5. Il est plus entre la 5e et la 10e place. Mais dans tous les cas, il est là. C'est des gros points. Il peut se battre. C'est de la bonne qualif. C'est de la régularité. Plus discret qu'un Bezzecchi, plus discret qu'un, je ne sais pas moi, Bagnaia ou Morbidelli qui parfois fait des gros essais, des grosses séances. Mais en tout cas, en termes de points, c'est vraiment pas mal de la part de Fabio Di Giannantonio. Et voilà, donc la VR46, Ducati Prima Pramac avec Morbidelli, encore une fois, ça commence à venir, ça commence à mettre quelques résultats parce que c'est un top 7 et très peu de pilotes ont fait des top 7 finalement cette saison. Donc voilà, Morbidelli, Bezzecchi, Alex Marquez un peu en dessous ce week-end, c'est pas trop grave parce qu'on a vu de bonnes choses dans ce début de saison. Mais voilà, en tout cas, ces 4-5 pilotes-là, c'est vraiment très bien ce qu'ils font. Ils sont en train de monter en régime et la progression est visible et très intéressante. C'est là où je regrette un tout petit peu le titre que j'ai mis, mais bon, il est là parce que c'était clairement un trio magique, mais je voudrais parler d'un quatuor finalement magique parce que Enea Bastianini, si vous regardez la course, certes c'est un début de course à chaque fois à la Bastianini, un petit peu en retrait, un petit peu derrière, voilà, il est dans des dépassements avec Aleix Espargaro, Di Giannantonio, on se demande ce qu'il fait, c'est un petit peu loin et à la fin de la course, il finit si près du leader Jorge Martin. Il met un meilleur tour en 1:31.1 stratosphérique qui pulvérise tous les tours de la course dans les 2 derniers tours, enfin 2-3 derniers tours. En bref, un Enea Bastianini qui fait du Bastianini. Imaginez sans le long lap, imaginez s'il était un petit peu moins coincé derrière les autres pilotes, s'il avait pu mieux gérer la température de ses pneumatiques en étant avec plus d'espace devant lui. Il jouait très clairement la victoire sur ce Grand Prix. Mais bon, encore une fois, il y a plein de si, il y a plein de mais, il y a plein de choses comme ça. Et dans ce cas-là, dans ce Grand Prix, Bastianini n'a pas été capable de jouer la victoire. Mais je veux vraiment que tout le monde sache qu'il est là, qu'il ne faut pas l'oublier parce qu'il avait le rythme, il avait les capacités. Tout était bon pour Bastianini pour aller chercher les leaders. Malheureusement, un petit manque de performance au début de course, un petit manque de réflexion, notamment sur ce dépassement sur Aleix Espargaro, où il vient totalement couper, la pénalité est méritée, il vient couper et en plus il ne perd pas de temps ce chemin en bœuf. Donc voilà, Bastianini, t'as un petit peu merdé comme on dit sur ce point, c'est dommage, mais en tout cas grosse performance et pour moi, il a tout autant sa place qu'un Marquez ou qu'un Martin actuellement dans l'équipe officielle, donc il n'y a aucun scandale à faire. Super Bastianini et je vais parler du trio de tête maintenant. Parce que oui, c'est un trio magique, magistral et comme il y a 2 semaines à Jerez où j'étais ultra impressionné par la capacité de Bagnaia à savoir résister à la pression de Marquez, à savoir résister à la pression de Martin, à savoir le doubler, le faire partir à la faute, enfin les choses comme ça. Là, cette fois-ci, Martin me fait perdre les mots.
c'était quoi cette course de la part de Martin? Il a su rester à quelques dixièmes derrière Bagnaia. On voit un Martin qui prend 5 dixièmes d'écart pendant une grosse partie de la course, comme Marquez le fait, comme Bagnaia le fait, pour tout simplement ne pas avoir son pneu qui surchauffe derrière Bagnaia et qui monte en pression et avoir beaucoup moins de feeling sur l'avant. Non, Martin est resté à 5 dixièmes et quand il fallait attaquer pour réduire l'écart, il l'a fait parfaitement, il a doublé. C'est exceptionnel. Et que dire de la deuxième remontada de Marc Marquez, P13, P2, en une course, un dépassement de l'espace qui vient d'archi loin au chemin houbleux sur ce freinage. Enfin, Marquez, merci de nous partager ce savoir-faire. Merci d'être aussi exceptionnel à chaque course. Et Martin, merci à toi aussi. Et Bagnaia, quel mental parce qu'il se fait doubler par Martin, il se fait doubler par Marquez, mais il ne cède pas et il est toujours très clairement dans cette course au championnat du monde. Il n'y a aucun souci à se faire pour Bagnaia. Ces trois-là sont actuellement au même niveau, même si on place, je pense, tous un petit peu Martin au-dessus du lot. Mais c'était exceptionnel. Merci les enfants de m'avoir fait vivre ça ce week-end. Un grand bravo. J'aurais aimé parler de Ducati, de KTM, d'Aprilia encore un peu plus de temps, mais bon, il est temps de finir. Et puis, dans ce Grand Prix de France, ça a été finalement assez calme en général. C'était pas non plus la course d'Austin ou de Jerez où il y a eu de la grosse bataille avec du contact. Non, c'était plutôt calme, mais on a eu une course intéressante sur la durée. Donc, c'était vraiment pas mal. On va passer à la Moto 2 et la Moto 3. Et en Moto 3, David Alonso. Monsieur David Alonso qui vient célébrer cette victoire avec un macaron. Oui, très bien, la France, merci beaucoup. Quel spectacle encore une fois de la part du pilote colombien. Daniel Olgado, qui l'année dernière avait pulvérisé tout le monde, eh bien, était en train de le faire. On a vu Colin Vailleur un peu s'en mêler, un peu comme ça. Mais comme d'habitude, dans les derniers tours, c'est toujours le même qui vient doubler, qui vient faire les dépassements au bon moment, aux bons endroits et surtout défendre comme personne cette première position dans ce dernier tour. Donc un grand bravo encore une fois à David Alonso qui mérite totalement. Je le sentais bien après cette erreur à Jerez. Je pensais pas. David Alonso, il est trop fort, il est trop malin, il est trop parfait finalement sur cette Moto 3 pour faire des erreurs, pour faire 2 fois les mêmes erreurs. Donc voilà, je pense que c'est un peu à la Pedro Acosta. Cette erreur est là, c'est fait. On ne la reverra plus de la saison. Donc voilà, David Alonso, merci. Et en Moto 2, Sergio Garcia. Alors oui, il a été un petit peu chanceux sur le départ. Derrière, ça s'est un peu bousculé. Ça a perdu tout de suite 1 ou 2 secondes. Sergio Garcia en a profité pour être tout seul, sans bataille. Derrière, ça s'est un peu battu. Canet, Roberts, Alonso. Il y avait beaucoup de monde qui cherchait ses premières places. Gonzalez aussi. Donc voilà, il en a profité, mais il a super bien géré. C'est pas le sujet. Derrière, ça allait très très vite. On a vu un Canet. Un grand bravo à Ron Canet, je vais le dire juste après. Mais on a vu pas mal de choses en Moto 2. Une course Moto 2, une course Moto 3 intéressante, j'ai trouvé. Surtout la Moto 3, c'était vraiment pas mal. La Moto 2, c'était assez calme. Mais voilà, donc super Sergio Garcia qui se met en tête de ce championnat du monde et qui est maintenant l'un des favoris. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Mais clairement, doublé MTL Metz MSI. On voit que le châssis Bosco-Scuro est nickel, est parfait parce que les 4 Bosco-Scuro performent à chaque Grand Prix. Donc voilà, et je voulais dire en dernier mot, un grand bravo à Rueda et à Ron Canet qui se sont blessés pendant ce dernier mois. Rueda, que ce soit l'impadicite, Ron Canet, il s'est cassé la cheville gauche, la jambe gauche, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, un grand bravo à ces 2 pilotes qui ont su performer excessivement bien sur ce Grand Prix de France. Donc voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. C'était Théo. Ciao, ciao. On se retrouve très très vite. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre pensée de ce Grand Prix de France. Ça m'intéresse toujours de débattre avec vous.